Bonjour, je m'appelle Jessica Couturier, cofondatrice de l'Odyssée sans limite. Aujourd'hui, nous allons parler du podcast numéro 2, mes prénoms, ma matrice. Nous sommes tous uniques et les protagonistes de notre propre histoire. Notre identité résume notre mission de vie, notre rôle dans notre lignée et la réparation de nos mémoires karmiques. Alors, savez-vous qui vous êtes ? Quel est votre rôle au sein de votre foyer ? Et que disent vos prénoms de vous ? Tout commence quand l'âme choisit de s'incarner sur Terre pour expérimenter sa vie, sa densité. Elle s'incorpore dans une personne qui va illustrer un personnage, qui va illustrer ce qu'elle vient incarner, ce qu'elle vient mettre en lumière, ce qu'elle vient guérir et transmuter. L'âme vient apprendre pour clôturer de vieux schémas et pouvoir passer à un autre état de sa divinité. Elle est sans arrêt en train de créer des expériences tel un jeu. Ainsi, elle répond à ses mémoires akashiques. Les mémoires akashiques, c'est comme une grande bibliothèque où toutes les mémoires sont répertoriées ainsi que tous les chapitres de toutes vos incarnations. L'âme d'ailleurs est une énergie céleste qui vient s'incorporer dans de la matière, donc le corps humain. Le projet naissance, c'est vraiment là où tout va s'élaborer. Quelle famille on va choisir, d'accord, l'âme choisit, et comment elle va être conçue. Donc l'énergie de la conception, c'est un rapport d'amour, si c'est un rapport de désir, si c'est un rapport de violence, de viol. Ça, cette conception va définir comment je vais percevoir l'amour. Ensuite, on a la grossesse. Donc comment je vais vivre cette communication interne avec ma maman, comment je vais recevoir les messages du subconscient de ma mère et comment la grossesse de ma mère va se passer. Ensuite, il va y avoir la naissance, donc est-ce que je nais à terme avec de l'avance ? Est-ce que je respecte le projet de naissance de maman ? Est-ce que j'arrive avec des complications ou est-ce que tout est simple ? Le nombre d'heures de l'accouchement. Tout ça vient impacter votre propre histoire. Ça vient impacter comment je vais interagir avec autrui. C'est ce qui va élaborer votre socle, votre base. C'est la mélodie de votre vie. Et si à un moment donné, il y a eu une rayure sur le disque, et bien ça va se répéter, cette rayure va revenir en boucle jusqu'à ce que le disque soit réparé, guéri. Votre âme, elle choisit sa famille, ses parents et la période d'incarnation. Alors oui, parfois on peut choisir des familles avec beaucoup de problèmes dans le but d'épurer beaucoup de choses, mais également de reprendre ses responsabilités. Oui, parfois il y a des bugs dans la matrice, c'est rare, mais apparemment il y a quand même des bugs dans la matrice, dans l'énergétique, et on ne se retrouve pas forcément là où on avait décidé. Une fois que les parents donc ils ont été choisis, l'âme va s'incorporer donc par la conception et elle va définir comment je vais percevoir l'amour. Et elle va ensuite donner place à une grossesse. Tout ce qui est fausse couche, avortement, vous avez déjà des conférences qui ont été faites sur ces sujets-là que vous pouvez retrouver, mais également un podcast qui va suivre sur le sujet de la grossesse et notamment des fausses couches. Lors de ce moment extraordinaire qu'est la grossesse, nous partageons le co-inconscient familial, ce qui équivaut à la transmission par voie utérine des mémoires cellulaires via la génétique et l'inconscient.
C'est une récolte de la croyance, des informations familiales que le fœtus va emmagasiner pour le reste de sa vie. C'est vraiment comme un encodage. Quand vous arrivez par exemple sur un jeu vidéo, pour ceux qui jouent, vous préparez votre personnage, vous lui donnez tout un tas d'informations sur ce qu'il va être, et bien c'est exactement ça. Quand vous préparez un gâteau, vous mettez tout un tas d'ingrédients à l'intérieur et tous ces ingrédients vont être mélangés pour donner la pâte qui va cuire, et quand elle sortira du four, et ben toutes les saveurs pourront se révéler. Et ben c'est exactement ça. C'est le moment, la grossesse, où on prend en fait son identité. C'est là où on constitue la plupart de nos maladies, notamment des maladies graves, des échecs, des peurs profondes. C'est au moment de cette connexion avec le subconscient de la maman, de l'environnement, de ce qu'on capte de l'environnement familial, sociétal, que l'on va prendre en fait ses énergies et sa divinité et tous ces blocages en question. Tout ce qui se passera à la naissance sera une forme de rayure ou de booster pour votre vie. C'est là que s'élabore la base de vos envies et de vos inversions lors du cheminement de votre incarnation. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de la grossesse. Comment maman a vécu la grossesse, comment moi, bébé, j'ai pu vivre tout ce qu'il s'est passé. Durant cette période, l'enfant s'imprègne vraiment de l'environnement de la mère, de ses émotions, mais également de ses attentes et de la vibration des proches. Le fœtus, il commence à entendre lorsqu'il n'a seulement que 24 semaines. Donc c'est très tôt et il entend, il perçoit tout correctement. Il peut reconnaître la voix de son papa, par exemple. Lorsqu'il va s'imprégner des attentes, on va avoir les envies parentales, familiales de l'entourage, on va avoir des projections de la famille, on va avoir des transferts de tâches inachevées, on va avoir des représentations physiques ou physiologiques que l'on imagine. Tout cela, ça va s'imprégner, s'infuser dans les cellules et l'inconscient, le subconscient de votre bambin qui va venir à naître. Dans ces attentes, on retrouve des missions, des contrats pour libérer les mémoires de l'arbre, guérir ses racines et transmuter des traumas familiaux, des traumas qui existent déjà depuis peut-être 2, 3, 4 générations. Notamment, par exemple, le deuil qui peut paraître insurmontable. On va peut-être avoir un enfant, donc là je donne un exemple qui sera un gisant, ou une crypte. Donc le gisant et la crypte sont des mémoires de défunts où on n'arrive pas à faire les deuils. Et c'est à travers des contrats tels que l'enfant qui remplace un enfant décédé avant lui, un enfant du deuil non terminé ou un enfant réparateur, même si c'est une personne qui est décédée, qui était âgée, et l'enfant multiplicateur qui va assurer la survie de l'arbre. Ça, c'est vraiment des contrats qui sont typiques aux gisants et aux cryptes. Et on a plein d'autres contrats possibles. On a d'autres missions qui vont se révéler, comme l'enfant qui vient poursuivre ou résoudre des conflits. Celui qui vient faire un prolongement du père ou de la mère. On a l'enfant conjoint aussi qui vient représenter le compagnon idéal pour son parent de sexe opposé. Et nous avons des enfants qui choisissent des fardeaux très complexes, des transactions qui demandent beaucoup de courage pour être déliées. C'est ce qui donne naissance à des super-héros, les enfants pansements qui viennent guérir des traumatismes de l'enfance, des parents de la lignée, les enfants protecteurs d'un secret, qui vont comporter des secrets assez lourds ou des non-dits, parce qu'un non-dit devient un secret. Et cet enfant, il va avoir un peu comme mission de révéler le secret. On a l'enfant médicament, celui qui naît pour guérir physiquement ou physiologiquement un membre de sa fratrie. Et dans tout ça, au moment de la grossesse, en général, c'est là où les parents trouvent le prénom de l'enfant. En réalité, c'est là
ou l'âme qui rentre et qui sort du ventre de maman le temps de son incarnation, vient souffler à ses parents son prénom pour exprimer, dire à ses parents « Et regarde qui je suis, regarde ce que je vais porter, regarde ce que je vais faire ». Toutes ces attentes, tous ces contrats vont donner l'inspiration du prénom que l'âme va venir souffler à ses parents dans le but de régler ses mémoires akashiques, karmiques et familiales. Donc il existe différents types de prénoms. On va voir les prénoms de transmission. Les prénoms de transmission, ils viennent dévoiler des mémoires familiales, ils transmettent des fardeaux, mais aussi tout l'amour, toute l'affection que l'on avait pour ses aïeux. C'est le prénom du grand-père, de la grand-mère, de la marraine, de l'oncle, de la tante, que l'on vient donner à ses enfants. Comme s'ils reprenaient la trajectoire de vie de leurs ancêtres. On leur donne la possibilité de faire différemment, de faire mieux, de guérir. Par exemple, Marie, Hélène, Georgette, pour le grand-père qui s'appelait Georges, et Hélène, la grand-mère, par exemple. C'est des prénoms qu'on a tendance à donner parce qu'on a eu un attachement fort émotionnel à ces personnes-là. Donc ils sont chargés d'amour, ils sont chargés de protection, de sécurité. C'est très souvent un moyen pour les parents de continuer à faire vivre leurs proches disparus. Un moyen de faire son deuil également. Nous avons également les prénoms révélateurs. Ils sont les témoins de traumatismes à révéler, des messagers de silence, de contraintes, l'écoute de souffrances qui sont camouflés, oubliés, qui sont passés sous silence pour s'assurer la survie du clan et de garder le système hiérarchique familial. Par exemple, nous avons Denis qui témoigne d'un déni ou Adrien qui ne doit rien dire, surtout pas communiquer. On peut aussi avoir Annie qui vient parler d'une année difficile qui doit être niée, voire oubliée, mais qui va marquer son histoire familiale et sa propre identité. On a toutes ces négations des années passées et des complications. Donc chaque prénom avec ce côté où il ne faut pas transmettre, il ne faut pas dire, il faut se voiler la face, sont souvent des prénoms de gens qui sont là pour créer des prises de conscience, révéler les secrets, les non-dits de la lignée. Ils sont les prénoms informateurs sur le sexe désiré, sur l'enfant idéal qu'on s'était créé psychologiquement. Très souvent, on attend en premier enfant un garçon dans le subconscient familial pour la transmission du nom. On se remémore un petit peu dans l'histoire et dans notre société patriarcale, c'est l'homme qui doit donner le nom et pour que la lignée survive, il faut un homme pour transmettre le nom de la famille. Donc très régulièrement, on attend de l'aîné qu'il soit un garçon pour reprendre le trône, l'histoire familiale, et d'ailleurs l'aîné est le détenteur de la transmission familiale, c'est son obligation. Donc on a par exemple ces prénoms féminins qui correspondent au masculin, par exemple André qui va prendre un E pour se féminiser. On a aussi Claude. Et là, c'est plutôt des prénoms androgynes qui s'écrivent ou se prononcent de la même façon que peu importe le sexe de l'enfant. Donc on a Claude, Yannick, Dominique, Camille, Alexis.
voilà, qui vont avoir les mêmes prononciations, même si elles ne s'écrivent pas toujours pareil. On a pu désirer une personne d'un sexe bien défini, et quand l'enfant arrive, il est de sexe différent, hein. Dans le conscient et l'inconscient, ça vient se marquer, et ça peut marquer une dualité dans le féminin et le masculin sacré de la personne. Sur ces prénoms justement féminins qui correspondent au masculin, on a vraiment une fille qui va avoir tendance à agir comme un garçon, qui va être très dans le mouvement, dans la prise de décision, dans l'action, et qui aura peut-être même beaucoup de mal à être dans ses émotions. On a aussi des prénoms comme les prénoms de Brigitte et de Pierre qui vont être ralliés en fait à des prénoms en lien à des histoires de spoliation, à des histoires de maison. Donc par exemple Brigitte brise le gîte, et on en revient à des histoires de veuvage, de séparation, de rupture parfois violente ou de décès, hein. Donc avec Pierre, là on est plus avec le bâtisseur, il faut mettre de la pierre, mais Pierre peut aussi symboliser qu'on a perdu la pierre, qu'on a perdu le foyer, qu'on a perdu la ferme par exemple. Il y avait des Marie-Pierre, le mari en partant n'a pas laissé la pierre, ou il est parti avec la pierre, voilà, ou le mari décédé, je me retrouve sans pierre, sans maison, sans foyer. Voilà, ça peut être aussi des prénoms qui viennent jouer là-dessus. En parlant de spoliation, de déshéritage, on a aussi tous ceux qui ont dû migrer, hein, les migrants qui ont perdu leur lieu de vie, qui ont perdu leur foyer. Là aussi, on retrouve des symboliques de prénoms, donc en lien à la migration, comme des prénoms qui correspondent à des noms de villes, à des noms de fleuves, à des villages. Sachant qu'en plus de ça, la moitié de notre population, surtout en France, sont conçues de migration, hein, pour certains même de déportation. Donc c'est quand même important d'aller regarder toutes les symboliques des prénoms et des origines des pays et de ce qui se passe dans ces pays-là en lien à notre pays, la France. Donc par exemple, on a Florence, hein, qui est une ville en Italie. Dans les prénoms de migrants aussi, on a le prénom François par exemple, homme libre mais qui vient en lien à une dette du pays. On a des prénoms qui peuvent être en lien donc à des cultes aussi d'autres pays. Je parlais de prénoms qui peuvent être en lien à des cultes, mais il y a aussi tous les prénoms en lien à des mémoires de vierges qui refusent le mariage. Et là, il y en a plusieurs et qui peuvent vraiment avoir une intensité assez marquée dans les symboliques, puisque on est actuellement dans une société où la femme, elle n'a plus la même envie de se marier, elle n'a plus non plus le même besoin, puisqu'elle peut être autonome financièrement. Là encore, on est sur un changement radical des croyances, sur un schéma de changement, de répétition, puisque ça ne fait que 3 générations à 5 générations pour les plus jeunes enfants que cela a changé. Je vous rappelle que le mariage était encore presque obligatoire puisque les femmes n'avaient pas le droit à un compte bancaire, qu'elles n'avaient pas le droit de vote. C'est récent que cela a changé dans notre histoire, c'était hier. Il faut quand même se dire que les femmes ont le droit de vote légalement, hein, c'est rentré dans la loi seulement en 1948, le 27 mars 1948, on accorde le droit de vote aux femmes. Et elles vont vraiment participer à des élections politiques le 26 juin 1949. Donc au niveau de notre échelle, c'est sortie de guerre,
c'est extrêmement récent. C'était hier, vraiment. Et donc c'est très important de comprendre que toutes ces femmes qui ont le droit au refus du mariage, toutes ces femmes qui ont le droit de se positionner, qui ne sont plus obligées de se marier, qui ne sont plus obligées de verser des dettes pour pouvoir être avec un homme, pour pouvoir avoir un compte financier, ça vient révéler également le droit de toutes ces femmes de révéler leur divinité, de révéler leur pouvoir, de révéler leurs actions et de rentrer parfois même, attention, dans un schéma matriarcal, il faut faire attention qu'on ne change pas non plus de système pour faire une inversion. Je voudrais quand même rappeler que nous avons un code, le code civil de Napoléon depuis 1804 interdisait aux femmes donc d'avoir un compte bancaire. Hein. Et c'est seulement le 13 juillet 1965 qu'un tournant se fait dans notre législation, puisque là, les femmes sont dans l'émancipation bancaire. C'est-à-dire qu'enfin, elles peuvent avoir un compte bancaire en étant libres de leur gestion financière. Elles ne sont plus dépendantes de qui que ce soit. 1965. Vous vous rendez compte ? Donc c'est important de comprendre que tous ces prénoms en lien à des vierges vont avoir vraiment une importance très marquée. Ça va vraiment symboliser un tournant au point de vue familial et au point de vue des croyances. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi une explosion du prénom Marie, hein, qui est déjà un prénom qui se répète beaucoup, mais on a eu vraiment une explosion ces dernières... sur les 2 dernières générations. Donc tous les enfants qui sont nés dans les années 60 à 1990, on a eu énormément de maris et c'est aussi pour symboliser ça, le refus du mariage, le droit d'être libre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de maris qui vont avoir, donc des maris, les femmes le prénom, hein, qui vont également avoir une énergie assez masculine, assez autonome. Et ça sera en lien à ça. Voire même, c'est elle qui porte la culotte. On a aussi les prénoms comme Cécile, hein, celle qui voit, ou comme Eugénie, problème de gène au niveau du père, des pères. Hein, il y a un problème sur le gène dans le système couple, hein, ça vient parler aussi des gènes, donc là plus cellulaire, plus biologique. C'est celui que l'on croit, c'est... Voilà. On a Sainte Catherine aussi, hein, qui va avoir un grand impact et beaucoup de croyances vont pouvoir sortir de tout ça. Donc c'est assez intéressant d'aller regarder, je vous l'avais certainement déjà dit, sur d'autres conférences, là j'en reparle encore, mais allez toujours regarder par rapport à votre date de naissance, le lien à quel saint, à quelle sainte c'est. Et prenez le temps aussi d'aller lire à quoi votre prénom correspond au niveau des saints et des saintes. Regardez par exemple Saint Baptiste, l'histoire de Saint Baptiste, l'histoire de Saint Matthieu, Matthéo, il y a beaucoup de Matthéo actuellement, beaucoup de Lucas. Allez regarder donc les apôtres, hein, Luc, allez regarder tout ça, allez également regarder par exemple les Marie-Madeleine. C'est aussi très intéressant. Il y a beaucoup de Anne, donc allez regarder par exemple la symbolique de Sainte Anne. En regardant et en comprenant l'énergie du saint, on comprend un bout de son histoire et de ce que l'on vient nettoyer dans les archétypes sociétals. Et en parlant des archétypes, on a aussi les archétypes en lien aux animaux. Donc dans ces archétypes où on retrouve le lien aux animaux totems, on a par exemple Léa qui représente la lionne, donc l'énergie du lion, l'énergie du maître de la savane, le besoin d'être en meute
au niveau des femmes avec un homme un petit peu guide un petit peu le centre de l'attention. On a tous les prénoms Lou, Luna, Luca. Donc Luna renvoie également à la lune, hein, aux astres. On a des prénoms qui renvoient notamment à l'énergie de la Terre, par exemple, comme Agathe, Jade. Donc c'est aussi important d'aller regarder la symbolique des pierres en lien à ces prénoms-là. Les cristals, par exemple, Christelle, cristal, hein, il faut regarder aussi ces symboliques. Et tout, donc c'est loup hein, qui renvoie au loup, à la meute, les loups. C'est des prénoms qui renvoient donc aux besoins familial. Hein. Le loup, c'est le rapport très famille, c'est également dans le couple une très grosse fidélité amoureuse. Le loup, il s'unit une fois, c'est la protection de son foyer, c'est la détermination. On peut également avoir, par exemple, Bernadette. Les Bernadettes, donc en plus d'avoir des dettes, hein, Bernadette, elle vient symboliser l'ours courageux. Donc en regardant Bernard, le Bernard l'ermite, hein, l'ermite, celui qui a besoin d'être sa coquille et qui change de coquille que quand il a pu grandir. Tous ces prénoms-là ont une concordance avec les animaux totems. Les animaux totems, c'est des représentations qu'on se fait, c'est des archétypes, mais c'est aussi une énergie vitale qui va conduire des traits de notre conduite. Par exemple, les personnes qui s'appellent Catherine et qui se surnomment Cat, ou que le surnom est Cat chat, c'est intéressant de regarder comment le chat va se comporter, l'énergie de cet animal-là. C'est des systèmes inconscients de croyances et de comportements qui peuvent être parfois presque bestiales pour certains et d'autres fois avec beaucoup plus de légèreté et de douceur. Donc c'est très intéressant. Et les personnes aussi qui ont des surnoms en lien à des animaux, toujours aller regarder les surnoms, c'est aussi très important de comprendre d'où vient le surnom, l'origine et à quoi ça correspond. Par exemple, quand j'étais enfant, moi mon surnom c'était la grenouille. Et bien quand on regarde la grenouille, quand on regarde sa symbolique, quand on regarde tout ça, on comprend également beaucoup de choses et on comprend pourquoi je suis autant... et d'où ça me vient, cette espèce de focus sur l'évolution, sur que tout n'est que changement. Parce que la grenouille, elle a beaucoup d'étapes de changement dans son évolution terrestre. Voilà, je vous invite à aller regarder ça, puis pourquoi pas faire une petite méditation pour découvrir votre animal totem, parce qu'on parle des prénoms, mais on peut aussi aller trouver ses guides. Donc on a ces énergies en lien à la force animale, en lien à des déplacements, mais on a aussi tous les liens qui représentent une souffrance, qui sont en lien à des souffrances, par exemple Rachel avec la rage chez elle, ou Hélène qui peut avoir un problème à l'aine, des douleurs dans l'aine. Et Hélène, c'est la haine également, et c'est le manque d'air. On a Tristan avec la tristesse. Il y a plusieurs prénoms comme ça où on vient retrouver des notions de blessures, de trauma qui vont se répéter et s'installer. C'est des prénoms qui vont peut-être parfois même nous focaliser sur une pathologie possible. Hein. On sait que avoir par exemple la rage, ça peut venir donc de la colère, donc problème de foie ou du système nerveux. Par exemple, on a Hélène donc avec le problème à l'aine, mais par exemple on peut retrouver également le prénom de Cécile qui représente une cécité. Cécile, et notamment au niveau des yeux. Il y a des prénoms qui vont se retrouver dans plusieurs catégories. On ne retrouve pas
les prénoms que dans une seule catégorie, bien fermée, bien cadrée. Non, non, elles peuvent correspondre à plusieurs degrés et il y a plusieurs types d'énergie au niveau des prénoms. C'est là où ça devient très intéressant, c'est que comme elles peuvent rentrer et cocher plusieurs cases, ça nous permet d'aller découvrir les histoires du côté maternel, du côté paternel, avec un peu plus de détails et un peu plus de profondeur. Donc dans les prénoms en lien à des souffrances, il faut penser à les regarder, les symboliques émotionnelles en lien aux organes ou en lien aux émotions. Donc par exemple, la tristesse avec Tristan, ce qui serait intéressant de regarder, c'est au niveau pulmonaire, faire des vérifications, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème d'asthme possible, pas de problème non plus de souffle au cœur, par exemple. Ce qui est toujours intéressant de regarder, c'est vraiment le lien à l'émotionnel et au deuil avec les prénoms de souffrance. Et ces prénoms de souffrance peuvent révéler souvent des prénoms en lien à une place. Par exemple, René qui vient créer une renaissance, qui vient pour faire le deuil d'une naissance, d'un décès préalablement. Jessica, il y a un 7e de fratrie. Lorsque par contre, lui, Quentin, sera plutôt en lien à un 5e de fratrie. Donc, ça peut être également à un 5e de lignée. On parle de fratrie, mais ça peut aussi renvoyer à des lignées. D'ailleurs, on retrouve Tristan avec 3. Vous voyez? Et du coup, on sait qu'il y a 3 générations de ça. Il y a eu un deuil difficile où on peut savoir qu'il y a eu un problème au niveau de la place de Tristan. Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, de fausse couche, d'avortement avant? Ces prénoms, par exemple, donc, comme René, qui vient symboliser une renaissance, il va y avoir des contrats de deuil, mais des coups, il faut aller regarder s'il n'y a pas une histoire de gisant ou de fantôme au niveau familial. Ce qui peut être aussi intéressant, comme c'est un problème de place, c'est de regarder si ça ne peut pas faire écho à des prénoms en lien à un déshéritage ou à un foyer, à une maison. Est-ce que je suis bien à place dans ce foyer ? Notamment ce qui va se passer là maintenant avec toutes les séparations, reconstruction de famille qui se séparent et qui se met avec quelqu'un d'autre et on se retrouve en fait parfois avec 5-6 fratries différentes parce que quand on crée un lien de fratrie, c'est pas parce que les parents se séparent que la fratrie est obligatoirement dans la séparation. Donc il faut aller aussi regarder ça pour les générations qui arrivent. Ça peut vraiment faire des échos et des échos très intéressants. Donc, allez redécouvrir tout ça, sachant qu'on a aussi une nouvelle génération de prénoms, de nouveaux prénoms qui se créent, qui vont être découpés. Et là, il faudra toujours aller retourner à la racine, à l'étymologie. Pensez-y bien, vous tapez étymologie, le prénom en question, ça va vous parler des origines du prénom et du coup de la symbolique qu'il peut y avoir. Donc, la blessure d'abandon, elle existe depuis des décennies, mais pour en revenir à cette difficulté de séparation, je me mets avec quelqu'un d'autre, puis je me resépare, et puis voilà, de ces couples instables qui ont des conséquences très importantes sur les enfants, on peut avoir du coup une blessure d'abandon, des syndromes abandonniques qui ressortent de plusieurs générations par le passé, et il y a des prénoms où vraiment on le retrouve. Donc par exemple dans le prénom Saint-Nicolas, aux alentours du 25 décembre, la fête, Saint-Nicolas c'est quand même l'énergie du Père Noël. C'est un enfant qui est en foyer, qui va être adopté par le Père Noël pour pouvoir continuer la mission du Père Noël. Il me semble que c'est ça dans la légende. On retrouve aussi les prénoms comme Isabelle, qui sont très souvent en lien à des problèmes d'abandon du père, où le père n'est plus là. Elle était très belle, il s'est passé ce qui s'est passé, mais je m'en vais. Ça peut représenter très souvent cela. Il y a des prénoms qui peuvent être très impactants. Ce côté, ça me colle, donc par exemple Colline ou Colette qui sont en lien à quelque chose qui nous colle, mais qui c'est l'abandon qui va venir nous coller, c'est le fait de devoir laisser
ce syndrome de souffrance et d'abandon. D'ailleurs, dans les prénoms en lien aux souffrances, on peut retrouver par exemple Kevin en lien au vin, mais ce vin qui a cassé, qui a divisé le foyer. Donc c'est toujours très important d'aller regarder une catégorie de prénoms, d'accord, mais pas que, et surtout ne pas s'enfermer. Laissez le champ ouvert à aller interpréter les prénoms et d'aller les comprendre. Le syndrome abandonnique, ce qui est important de comprendre, c'est que très souvent, c'est soit qu'on abandonne et qu'on rejette avant de pouvoir demander à l'autre ou de faire en sorte que l'autre nous rejette et nous abandonne. D'ailleurs, dans le prénom que je vous ai cité, Colette avec l'abandon, on peut le retrouver aussi dans les mémoires de guerre. Parce que si Colette a cette notion de dette qui lui colle à la peau, on a aussi la symbolique de la victoire du peuple dans Colette. Donc c'est très intéressant d'aller regarder cette symbolique-là et cette compréhension-là. Dans cette symbolique de mémoire de guerre, on peut aussi retrouver les prénoms comme Francis, hein, on retrouve une guerre, en lien à une guerre, en lien à la France, une dette à la France, hein, le François, Francis, Franz. On retrouve par exemple mémoire de guerre, Alexandre, hein, le victorieux, le conquérant Alexandre ou Arthur. Et d'ailleurs, c'est des prénoms qui vont renvoyer à de grandes destinées. Ces prénoms en lien à la guerre, à des conquérants, à des rebelles. Clovis, par exemple, qui revient, alors c'est un prénom qui est beaucoup moins connu, mais Claude est beaucoup plus connu, et Claude et Clovis viennent de la même racine. Donc là, ça peut être très intéressant aussi de regarder ce qu'il doit aller conquérir ou ce qu'il n'a pas pu conquérir. Il y a également beaucoup de prénoms qui sont en lien à des mémoires d'eau ou des mémoires de feu, comme par exemple Laurent. Laurent, c'est l'eau qui vient rendre. C'est tout ce qui peut être rendu, tout ce qui peut être en lien à des grossesses, mais aussi c'est les protecteurs, hein, des brûlés. Laurence, l'eau vient couper le feu. Et c'est toute cette notion de anse, de ce qui est porté par l'eau, donc par exemple par la grossesse, ou Sandrine qui vient dans les cendres, hein, les cendres qui sont en elle, un foyer peut-être même qui a pu brûler. Intéressant de regarder quel sera le prénom qui va suivre pour essayer de comprendre. Marin, marine, en lien à des marins, en lien à l'océan, en lien à des navires. Peut-être même de guerre, donc là aussi prénom avec double signification, doubles énergies. On trouve aussi des prénoms qui sont en lien à des mémoires d'infidélité, par exemple comme Amandine, hein, qui est celui qui doit être aimé, mais qui peut aussi parler d'un amant, ou les Juliettes, les dettes de Jules, les dettes d'amoureux, le juste aussi qui vient être dans le lit. Donc ça peut être aussi très intéressant d'aller regarder ces prénoms qui sont en lien à une séparation, par exemple comme Monique qui revient à être seule, à être séparée, à perdre son unité. Alors bien sûr que dans tous ces prénoms, il y a quand même de très belles énergies. Je vous parle des énergies basses parce que pour en prendre conscience et aller les révéler pour aller se mettre en chemin de guérison, en chemin d'éveil, en chemin de libération, d'épuration, bien entendu. Mais c'est quand même très intéressant de comprendre, de concevoir que vos prénoms ont des origines et qu'ils peuvent symboliser des schémas familiaux. Et dans ces schémas familiaux, on peut retrouver justement les prénoms aux mémoires de la féminité
et du respect du corps. Et il y a quelques siècles, quelques années, le corps d'une femme lui appartenait pas vraiment, vous l'avez compris, hein, par le système patriarcal, par le fait qu'on ait le droit de vote depuis très peu de temps, puisque c'était dans les années 1960. Donc ça fait un siècle, hein, 2 siècles, voyez, qu'on a vraiment le droit, c'est rien. C'est rien à l'échelle de la planète, c'est absolument rien. Et justement, dans les prénoms en mémoire de la féminité, tels que Rose, Geneviève, hein, qui vient du genévrier, qui est un arbre, Clémentine, tous ces prénoms qui sont en lien à des plantes, qui sont en lien à des fruits, à des fleurs, renvoient alors au bienfait de la plante, au bienfait de cet aliment pour certains. Donc c'est intéressant d'aller regarder à quoi correspond par exemple la clémentine, à quelle énergie elle représente au niveau nutritif, à quelle saison elle correspond, à quoi elle correspond, mais ça veut aussi parler de problématiques en lien à la féminité de la femme, à son sexe parfois. Très souvent, hein, dans les prénoms de fleurs, on retrouve des abus sexuels, soit des viols, soit des schémas incestueux. Donc quand il y a des prénoms de fleurs qui ressortent, c'est aller regarder si dans les ancêtres il n'y a pas eu des abus, et s'il y en a eu, pouvoir mettre la lumière dessus assez rapidement. Dans les mémoires de prénoms féminins, les prénoms avec par exemple Lily, c'est dans le lit qu'il y a une histoire qu'il faut aller vérifier, par exemple. Et le lit de Lily, c'est le lit du lys également. Hein, ça renvoie au lys, et le lys renvoie à la féminité. Donc tous ces prénoms de fleurs peuvent avoir un lien justement au fait d'effleurer une femme, de lui prendre sa virginité. Donc bien regarder que cela soit consenti, et si ce n'a pas été, faire une déprogrammation cellulaire. Il y a plein de moyens et de techniques différentes. Donc là, je vous laisse vous renseigner auprès. Il y a les somatopathes, les kinésiologues, les microkinés, il y a le détachement de traumatisme, il y a l'hypnose régressive, la psychogénéalogie, bien entendu. Il y a plein de possibilités. Ne vous enfermez pas dans une seule technique, il y a plein de possibilités différentes, mais c'est à aller voir dans les mémoires et à les épurer. Parce qu'il faut quand même bien comprendre que dans toutes ces mémoires, dans tous ces traumas qu'il y a eu, au niveau de la sexualité, j'en retrouve dans absolument tous les schémas familiaux pratiquement, hein. Ces abus renvoient à des secrets, à des non-dits, et le poids des secrets, des non-dits sur le transgénérationnel, ça se répète de génération en génération, que ce soit le secret sur une fausse couche, que ce soit le secret sur un abus sexuel, que ce soit un secret sur une personne qui est alcoolique ou sur une personne qui a fait faillite. Tout ça, ça a de très lourdes conséquences, ou les secrets en lien à la guerre, hein, à ceux qui étaient dans la résistance. Donc dans ces révélateurs de secrets, on a les prénoms tels que Lucie, la lumière qui vient rompre le secret, ou Margot qui rompt les ragots, et qui d'ailleurs en a marre, hein, des ragots, qui en a marre de ce fameux ego limité et toxique. On a les Lilous, qui est le loup dans le lit, par exemple. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? On a des prénoms tels que Cécile vient aussi cacher cette case, parce que la cécité, donc on peut aller trouver ces prénoms-là. Quel type de prénom il y a d'autres? On a les prénoms avec les les dettes. Par exemple, ou les prénoms qui ont des lettres doubles, par exemple. Ça signifie aussi qu'il y a un désaccord ou quelque chose qui n'a pas complètement été acquis et compris. Les prénoms aussi qui ont des notions de clos, de fermé, par exemple comme Claude, tel que le prénom Franck, hein, il faut être franc, il faut dire, il faut s'exprimer, hein, ça devient vital.
je pense que je vais arriver à la dernière catégorie, la catégorie des prénoms qui renvoient à de grandes destinées, telles que par exemple Charles ou Arthur ou Marie, hein. Et il y a des grandes destinées aussi qui sont un petit peu moins sympathiques, mais pourtant ils ont eu des grandes destinées, hein. Adolphe par exemple, eh ben, il a eu une grande destinée, certes plutôt négatif, enfin pas des plus fabuleuses, on va pas se mentir, mais malgré tout, c'est un prénom à grande destinée, c'est un prénom qui a marqué l'histoire, qui a marqué les consciences. Et il y a tous ces prénoms-là qui ont des grandes destinées, qui viennent provoquer du changement. Mais sachez que tout prénom, toute personne a une grande destinée du moment où elle s'autorise à croire en elle et à prendre sa pleine possession dans sa divinité. Pour conclure, voilà, je vous dirais de regarder chacun de vos prénoms, de regarder l'étymologie, d'aller regarder les saints, les saintes, hein, et de vous amuser à faire des anagrammes de vos prénoms. Prenez le temps d'observer comment vous aimez votre prénom, ce qu'il représente pour vous. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, éclatez-vous dans votre vie, profitez.